Précédemment sur Pintel Reg. Le problème, c'est que même si la Luftwaffe avait obtenu la supériorité aérienne, ce qui aurait été une tâche très difficile, l'opération Lion de mer, l'invasion du Royaume-Uni, aurait tout de même été impossible. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai publié une vidéo posant la question « L'Allemagne aurait-elle pu gagner la Seconde Guerre mondiale ?» Un des points dont j'ai parlé est l'opération Lion de mer, l'invasion nazie du Royaume-Uni, en expliquant que celle-ci aurait été un échec total. Je pensais que c'était assez, mais apparemment non. Aujourd'hui, je vais donc explorer ce thème plus en détail. Été 1940. La France vient de capituler à Compiègne. Le haut commandement de la Wehrmacht pensait que les Britanniques, n'ayant aucun moyen de rivaliser avec l'Allemagne sur le continent, seraient en mesure de négocier un traité de paix. Cependant, ceci n'était pas le cas, et quand Churchill montra sa détermination en attaquant la flotte française à Merz el-Kébir, Hitler donne l'ordre du Führer numéro 16, où il lança comment le Royaume-Uni serait envahi. Le plan initial était de débarquer 13 divisions dans la première vague sur un énorme front, de Lyme Regis à Ramsgate, avec les prochaines vagues amenant le total à 40 divisions. Ce plan fut très vite rejeté par la Luftwaffe et la Kriegsmarine. C'est ici que les Allemands furent confrontés à un dilemme. L'armée, se disant que traverser la Manche c'est comme traverser un fleuve, voulait un front large pour diviser les armées britanniques. La marine, quant à elle, était totalement contre cela, car les transports ne pourraient être adéquatement protégés par la toute petite Kriegsmarine que s'ils étaient concentrés sur un petit front, de Folkestone à Eastbourne. Franz Halder, chef de l'état-major général de l'armée de terre, commenta que « Du point de vue de l'armée, je considère cela comme un suicide complet. Je pourrais tout aussi bien mettre les troupes qui ont débarqué directement dans la machine à saucisses. » Erich Raeder, commandant-chef de la marine, quant à lui, donna le rappel catégorique que jusqu'à présent, les Britanniques n'avaient jamais mis en action toute la puissance de leur flotte. Cependant, une invasion allemande de l'Angleterre serait une question de vie ou de mort pour les Britanniques, et ils engageraient sans hésitation leurs forces navales jusqu'au dernier navire et au dernier homme dans un combat acharné pour leur survie. On ne pouvait pas compter sur notre armée de l'air pour protéger le transport des flottes britanniques, car leurs opérations dépendraient des conditions météorologiques, ne serait-ce que pour une autre raison. On ne pouvait pas s'attendre à ce que, même pour une brève période, notre armée de l'air puisse compenser notre manque de suprématie navale. Comparons donc la Royal Navy et la Kriegsmarine en 1940. En septembre 1940, quand l'invasion était censée avoir lieu, la Royal Navy est la plus grande marine au monde. Dans ses eaux territoriales, elle avait 700 patrouilleurs armés, 34 corvettes, 67 destroyers et 6 croiseurs pour une réponse immédiate à une invasion, en plus de la Home Fleet stationnée à Rosyth comprenant 8 capital ships et 11 croiseurs, et en plus de cela, 165 drakkeurs de mine, 35 sous-marins et 19 destroyers éparpillés un peu partout autour des îles britanniques. Wow, on dirait que ça va pas être facile pour notre ami Erich Raeder de battre la Royal Navy. Voyons donc l'état de sa Kriegsmarine. En septembre 1940, contrairement à ce que pense Shepard Alpha, les Allemands ont 0 cuirassés, et par extension de capital ships en état de combat. Ils avaient également un croiseur lourd en état de combat, Admiral Hipper, 3 croiseurs légers, 10 destroyers et 65 sous-marins. En 1940, la Kriegsmarine n'était absolument pas dans une position où elle pourrait protéger une force d'invasion. Je vous entends dire « Et la Luftwaffe dans tout ça ?» Jetons donc un bref coup d'œil sur la bataille de l'Angleterre entre la Luftwaffe et la RAF. Le 4 juillet 1940, la Luftwaffe commence à attaquer les convois et cibles côtières britanniques. Le résultat de cette phase est disputé, mais les Allemands ne coulent pas une énorme quantité de navires. 300-480 tonnes sur une période de plus de 5 semaines, des 1 16 000 tonnes traversant la Manche chaque semaine.
Les Britanniques ont donc perdu plus ou moins 0,55% de leurs navires traversant la Manche à la Luftwaffe. Pour en arriver à cela, les Allemands perdent 307 avions, dont 215 détruits, contre 157 avions britanniques, dont 115 détruits. Les figures sont encore pires pour la Luftwaffe quand on regarde les pertes de pilotes. Au total 569 pertes allemandes contre 94 britanniques. Aux yeux du commandant en chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, l'aviation de guerre allemande n'était pas prête pour une guerre navale, et cette stratégie d'attaquer les convois et autres cibles côtières était équivalente à un blocus. Il décide donc de changer ses cibles. Les rapports de renseignement donnaient l'impression à Göring que la RAF était presque battue. Le plan était donc d'attaquer les stations radars et les aérodromes pour attirer les chasseurs britanniques et puis enfin établir la supériorité aérienne allemande. À ce point, nous devons comparer la Luftwaffe et la RAF. En juillet 1940, le ministère de l'Air britannique estima que la Luftwaffe comprend près de 2 fois plus d'avions qu'en réalité. En plus de cela, il pensait que les Allemands produisaient autour de 1000 avions par mois, 2,5 fois plus qu'en réalité, et moins que la RAF, à 450 avions par mois. La vérité est que les deux forces de l'air étaient bien plus équivalentes que beaucoup de personnes pensent. De plus, 2 facteurs égaliseraient les chances encore plus. Premièrement, les batailles étaient livrées sur territoire britannique, ce qui voulait dire 2 choses. D'abord, que la plupart des pilotes britanniques abattus pourraient rejoindre la RAF à nouveau, contrairement aux Allemands, pour qui tout pilote abattu serait mort ou capturé. Et ensuite, le rayon d'action des avions, plus précisément des chasseurs. Le Messerschmitt Bf 109 était peut-être le meilleur chasseur au monde en 1940, mais il ne pouvait escorter les bombardiers que sur une partie de leur mission. Souvent, cela conduit à des bombardiers étant facilement abattus par la RAF. Et deuxièmement, les Britanniques utilisaient un système sophistiqué de stations radar, Chain Home, faisant partie d'un système d'interception contrôlé au sol. De cette façon, la RAF savait exactement où les Allemands attaqueraient et saurait les arrêter. Mais à un tel point que certains pilotes de la Luftwaffe disaient que les Britanniques semblaient toujours avoir une longueur d'avance sur eux.